Bonjour à tous. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet, la table ronde numéro 1, le thème de la violence verbale qui a toujours existé aux violences physiques et psychologiques d'aujourd'hui. J'aimerais, en préambule, pour poser le problème, demander à Jean-Jacques Desmarais de prendre la parole. Il est arbitre de football, enfin il l'a été pendant 30 ans, licencié à la Fédération française de football, éducateur, dirigeant et président de club, vice-président de l'UNAF, on y reviendra, l'Union nationale des arbitres de football, membre du COMEX de la fédération, et puis bien sûr l'AFCAM, l'association française du corps arbitral multisport. Bonjour Jean-Jacques, la question, on la présente et on la cadre, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur, mais aussi une certaine pression d'ouvrir la première table ronde dont le libellé est de la violence verbale qui a toujours existé aux violences physiques et psychologiques d'aujourd'hui. La violence verbale dans le sport, et particulièrement à l'encontre des arbitres et juges, a toujours existé, malheureusement, comme vous le savez. Toutefois, force est de constater que, comme dans la société, cette violence à l'encontre de toutes les personnes qui ont une once d'autorité évolue et les arbitres, bien évidemment, n'y échappent pas. Pour tenter de trouver des solutions à ce fléau, il est indispensable d'identifier les causes. Il y a certainement un manque de connaissance des lois du jeu de la part des autres acteurs du sport, tels que malheureusement les joueurs, les athlètes, les éducateurs et les supporters. L'argent mis en jeu dans certains sports et les paris sportifs qui ne cessent de se développer ont-ils également une certaine influence sur le sujet de cette table ronde? Je pense que oui. Le chauvinisme exacerbé et certains commentaires de pseudo-consultants, voire de journalistes sportifs, n'ont-ils pas non plus une part de responsabilité? Les insultes, les blâmes, les reproches, les critiques, les propos humiliants et les menaces sont malheureusement le pain quotidien de certains arbitres. Heureusement, ce n'est pas une généralité. Cette violence diffère énormément d'un sport à l'autre. Ces violences verbales sont malheureusement parfois suivies de violences physiques, totalement inadmissibles dans le sport, et celle-ci devrait être traitée avec une tolérance zéro. Aussi grave et beaucoup plus sournoise est la violence psychologique, car elle vise l'intégrité psychologique de l'être humain qu'est l'arbitre ou le juge. Cette grave pression peut avoir des conséquences désastreuses tant sur sa carrière sportive que sur sa vie professionnelle et également familiale. Autre violence qui évolue ces dernières années, ce sont des échanges incendiaires sur les arbitres relayés par les réseaux sociaux. Ces différentes violences à l'encontre du corps arbitral sont une des préoccupations premières de notre association qui défend les valeurs du sport sans violence et du fair play, tout comme l'AFCAM pour les 97 sports et 246 000 arbitres qu'elle représente. Merci Jean-Jacques. Je vous présente les 5 intervenants de cette première table ronde. Nous recevons donc Pierre Daho, qui est une légende du basket. Pierre Daho, c'est bien sûr l'entraîneur des grands clubs comme Limoges, c'est aussi le sélectionneur de l'équipe de France, DTN, quelqu'un qui a marqué l'histoire du basket français. Le deuxième intervenant, Pascal Parent, arbitre fédéral honoraire, et puis surtout, il nous parlera de son expérience à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football et d'une fameuse jurisprudence, je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas, il va nous parler efficacité. Troisième intervenant, Michel Abravanel, que son exemple est intéressant. Il suffit de dire de quelle fédération il est issu, la Fédération française des sports de glace. Vous avez compris qu'avec toutes ces disciplines, il y a tellement de différences d'approche du métier d'arbitre. Avec Michel, nous en parlerons. Nous recevons également, nous avions le bonheur d'avoir comme marraine Julie Bonaventura, et bien nous avons son pendant dans le monde du basket, Chantal Julien. Alors Chantal Julien, c'est une de nos plus célèbres arbitres aussi en basket, mais c'est également une ancienne grande championne de basket, et ce lien entre joueurs et arbitre, elle nous en parlera. Enfin, le cinquième représentant, alors dans un débat comme celui-ci, il peut faire office de chat noir, eh bien non, pas du tout, il vous dira pourquoi. Fabien Bonnel, supporter et à la tête d'un groupe Les Irrésistibles qui soutient les équipes de France et qui le soutient tellement bien que la Fédération française lui a passé un micro pour animer dans les tribunes. Nous commençons par Pierre Daho, l'entraîneur est peut-être souvent celui qui est le plus en conflit direct avec l'arbitre. Est-ce que chez les entraîneurs aujourd'hui, il y a une prise de conscience et peut-être une autocensure?
Je ne pense pas que les entraîneurs sont la première source de conflits ou de violence dans le sport, loin de là. Tout le monde parle de violence, les médias, les politiques, les gens dans la rue, tout le monde parle de violence. Et dans le sport, subit la violence souvent, psychologique, morale, physique, la pression médiatique et des dirigeants, et parfois de l'entraîneur, avant, pendant et après le match, oui, l'arbitre subit. Et est-ce que l'arbitre provoque la violence? Je crois que ça, c'est un point important. Je dis non. L'arbitre ne provoque pas la violence si on considère que l'arbitre est un acteur et l'acteur peut se tromper. Pourquoi il y a un peu moins de violence dans le sport que dans la vie de tous les jours? Tout simplement, il y a des règles, des règlements. Et ils sont très précis. Donc, on doit les appliquer. Et qui les applique? C'est l'arbitre. Et là commence le problème. Ça nous amène sur notre deuxième thème que nous avions convenu d'évoquer. C'est la VAR qui, justement, Oui, cette vidéo va être au service. Alors, vous êtes un farouche défenseur de cette VAR. Tout à fait. Alors, c'est le moment où on peut dire qu'il y a deux sports. Il y a le sport pro et puis le sport amateur. La VAR, c'est pour le football. On va parler aussi de l'assistance vidéo en général. Je crois qu'il est indispensable. La technologie doit assister l'arbitre. Mais assister l'arbitre, ça ne veut pas dire le remplacer. C'est l'arbitre qui décide quand il peut aller. Et toutes les fédérations ont des règlements différents. C'est l'arbitre qui a un assistant supplémentaire. Je crois que la VAR ou l'assistance vidéo, c'est indispensable, mais pas trop. Ceci étant, il faut que l'arbitre considère vraiment que ce n'est qu'un assistant ou une assistante, et en aucun cas, c'est pour le remplacer. Car l'arbitre est indispensable dans un match. Merci Pierre, merci. Je reçois maintenant Pascal Parent, qui est président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football, membre du COMEX, ancien arbitre, ancien président. Pascal, j'aimerais avec vous commencer sur cette fameuse sanction de 30 ans. Vous allez nous le raconter. Alors, c'était dans le district de Lyon et du Rhône, donc recrudescence de coups d'arbitre. Il fallait prendre des décisions et là, vous décidez de sanctionner. Et fort, 30 ans. Et vous allez nous le confirmer, ça a marché. Bonjour à tous d'abord. Nous sommes en 2001 et effectivement, fin avril, on dénombre malheureusement dans le district de Lyon et du Rhône à l'époque une quinzaine de coups à arbitre. Une violence verbale peut à la limite être tolérée, même si elle doit être sanctionnée. Mais comment faire que cette violence ne devienne pas physique? Au nom de quoi un arbitre sur une décision, surtout dans nos championnats départementaux, peut-il être frappé? Donc on a ensemble rédigé une proposition qui était de radier à vie tout fautif licencié qui se rendrait coupable d'un coup à arbitre. Depuis 2001, dans le district de Lyon et du Rhône, toute personne qui frappe un arbitre ou un officiel, d'ailleurs, est radiée à vie. Alors, transformé, vous l'avez dit, Frédéric, en 30 ans. 30 ans de suspension, je pense qu'on a réglé le problème à peu près de la même manière que si c'était à vie. Et effectivement, depuis cette date-là, les mauvaises années, nous avons dans le district de Lyon et du Rhône 2, 3 coups à arbitre au lieu des 15 dont je parlais tout à l'heure. Et souvent, et ce sont des bonnes années, aucun coup à un arbitre durant l'ensemble de la saison, alors que le district organise à peu près 800 matchs par week-end, hein, pour donner une idée du volume. On considère qu'avec les dispositions que je viens de rappeler, on a à peu près réglé les problèmes concernant les arbitres sur le rectangle vert, effectivement. Et que joueurs, entraîneurs, enfin les bandes touches, jouent beaucoup mieux le jeu qu'avant. Et c'est une très grande satisfaction pour nous. Effectivement, il reste l'environnement du match au-delà de la main courante. Il y a aussi une nouvelle main courante qui est l'écran d'un ordinateur. J'ai l'impression que derrière cet ordinateur, tout le monde se permet tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on est caché, entre guillemets. Voilà. Donc, c'est l'environnement de la rencontre qui me semble aujourd'hui très difficile, enfin beaucoup plus difficile à gérer que la rencontre elle-même sur le terrain. Et avec les réseaux sociaux, c'est même pas le jour de la rencontre, c'est même des jours avant. Merci beaucoup, Pascal. Nous allons accueillir Michel Abravanel. 40 ans d'expérience, Michel Abravanel, alors ancien joueur de hockey sur glace, ancien international junior,
ancien arbitre international de hockey sur glace, ça a duré 15 ans, dirigeant de club, alors là aussi c'est très intéressant, qui est le premier club omnisport de France. Donc il a cette vision globale, et puis bien sûr président de la Ligue des sports de glace d'Île-de-France. Michel, j'aimerais déjà aborder avec vous à la protection déjà des jeunes arbitres, parce que dans de nombreuses disciplines sportives, on propose de mettre en place des binômes, des trios d'arbitres jeunes. Et là, ça pose aussi la question de la protection, Michel. Je reviendrai déjà une petite seconde sur le thème de la réunion. L'arbitrage victime ou source de violence. Moi, je mettrais victime et source de violence, car victime, certainement, on en a déjà parlé, source également, parce qu'il ne faut jamais oublier que l'arbitre incarne le pouvoir sportif, et donc comme toute incarnation d'un pouvoir, il incarne ce que parfois on interprète comme des contraintes, et donc c'est également un défouloir. Pour les jeunes arbitres, je vous attends là sur cette problématique, parce que les jeunes, il faut aussi les inciter à arbitrer. Alors, quelle est la problématique aujourd'hui pour eux? Alors, première problématique, c'est leur donner envie d'arbitrer, repositiver l'arbitrage, et une manière de le positiver, c'est peut-être de le rendre indispensable dès le début, et probablement avec le soutien du sport scolaire, on devrait pouvoir arriver à faire progresser beaucoup ces considérations. La deuxième chose, c'est que on ne peut pas, on ne doit pas laisser un jeune arbitre seul. Il doit toujours être accompagné, soutenu, se sentir soutenu, surtout lorsqu'il va avoir à faire face aux premières pressions, premières contraintes. Et la troisième chose, c'est qu'ils doivent également se soutenir soutenus lorsqu'ils sont agressés. Il faut qu'ils puissent savoir que, représentants du pouvoir sportif, ils ont aussi le soutien et l'appui du pouvoir sportif pour les défendre lorsqu'ils sont injustement agressés. Quand on est dans le professionnalisme, on ne peut pas éviter le pire, mais il y a des règles et des principes. En revanche, et c'est là où vous allez intervenir, au niveau régional ou départemental, c'est le lieu de beaucoup de dérives. Absolument. Déjà, une considération que je retire de mon expérience d'arbitre international, c'est, je dirais, presque plus facile mentalement d'arbitrer un match de haut niveau qu'arbitrer un match de 3e, 4e, 5e division dans une banlieue. Du coup, ça nécessite aussi de former les uns et les autres sur la gestion de la pression. Finalement, on peut demander dans la formation d'un arbitre à avoir une approche psychologique d'une certaine manière. Absolument, c'est indispensable. Je crois qu'au dans la formation des jeunes arbitres, il faut absolument intégrer cet aspect psychologique, comment se comporter à l'égard des joueurs, des dirigeants, rester à sa place tout en étant assurer l'autorité dont on est délégataire. Merci Michel. Nous allons accueillir Chantal Julien. Alors Chantal Julien, aujourd'hui, elle est directrice de l'arbitrage de haut niveau à la Fédération française de basketball, arbitre instructeur pour toutes les compétitions internationales. Et puis, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'elle est entrée dans l'histoire. Première femme à arbitrer une finale de championnat du monde féminin, c'était en 2002 en Chine. Ancienne joueuse de très haut niveau. Donc déjà, la relation avec l'arbitre femme. Ah, nous y venons. Alors, est-ce que ces machos sur le terrain le sont toujours de plus en plus, ou est-ce que ceux qui finalement ont un tel attachement à leur maman, à leur sœur, se retiennent un peu plus que si c'était un homme en face d'eux, parce que c'est une arbitre femme? Effectivement, c'est un sujet qui revient régulièrement. Ça a été effectivement difficile par rapport à l'environnement, on va dire. Violence verbale, bien sûr, c'est le sujet. Hein. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est le fait d'avoir joué, dans tous les cas, la connaissance technique a été très importante pour moi. Le fait de ne pas avoir l'habitude d'avoir un arbitre féminin sur le terrain, forcément, y a joué, puisque ce monde macho, on peut dire que c'est un monde macho. Quand on est sur le terrain, il y a des règles à appliquer et on a aussi des moyens de sanction sur le terrain. Donc, un moyen de communiquer aussi avec les gens. La personnalité également et la force mentale est très importante, encore plus pour une femme, puisqu'on juge plus facilement une erreur commise par un arbitre féminin qu'une erreur qui peut être la même commise par un arbitre masculin. Donc ça, il faut être blindé, il faut se préparer, il faut être fort par rapport à ça. Effectivement, il y a une question d'éducation aussi, puisqu'il y a des gens qui sont respectueux, qui sont peut-être plus respectueux parce qu'ils ont un arbitre féminin sur le terrain, et à l'inverse, il y en a qui vont peut-être plus agressifs
parce que justement, c'est une arbitre féminin sur le terrain. Et ce qui est le plus difficile également, c'est forcément l'extra-terrain, c'est-à-dire le public, les réseaux sociaux, vous en avez parlé. Donc, il faut accepter à arbitrer dans des conditions où, effectivement, on entend des noms de tout et n'importe quoi sur un arbitre féminin en particulier. Mais je reste persuadé quand même que l'arbitre féminin, autant qu'un arbitre masculin, s'il a la compétence d'arriver au plus haut niveau, elle doit y arriver. On ne doit pas faire cette distinction d'avoir d'a priori sur un arbitre féminin. On notera quand même qu'il y a encore la question des réseaux sociaux. Ça va faire un chapitre dans le compte-rendu de ce forum. Bien souvent, les arbitres ne peuvent pas devenir professionnels parce que ça dure un minimum de temps et il y a la carrière professionnelle à côté. Mais quand on a été joueur, on peut dire « je fais 10 ans joueur, je fais 10 ans arbitre, je fais 10 ans entraîneur ». C'est là l'avenir, non ? Oui, ça peut, si ce n'est qu'aujourd'hui, le statut, enfin dans peu de sports d'ailleurs, le statut d'arbitre professionnel est en place. En basket, c'est un projet pour l'instant. Si on devait donner 3 ou 4 grands thèmes d'action, de votre action. Moi, quand je suis arrivé en 2012 au poste de directeur technique, j'ai tout de suite associé les entraîneurs avec les arbitres. On puisse identifier des points pour que cette relation entraîneur-arbitre soit plus proche. De travailler sur le terrain avec un coach qui nous explique peut-être des choses techniques. La méconnaissance de la règle est souvent source d'agression verbale parce qu'il y a une incompréhension qui se forme sur le terrain par rapport à la méconnaissance de la règle. Et inversement, les arbitres ont aussi besoin de se perfectionner techniquement. C'est-à-dire certains arbitres n'ont pas joué. Certains arbitres sont en manque technique et certains entraîneurs sont en manque d'explication de règles. Notre dernier intervenant sur cette première table ronde, qui est Fabien Bonnel, il est supporter. Ah, mais vous allez voir, il est très sympathique surtout. Alors, il a été footballeur, aujourd'hui il fait du hand. C'est l'amour du stade qui lui a dit, allez, on va s'investir dans les tribunes. Il a créé cette association de supporters, 1600 adhérents, responsable d'animation aussi au Stade de France. La Fédération française de football travaille avec lui. Alors, cher Fabien, est-ce qu'on peut faire rapidement une petite carte d'identité des supporters ? Avec plaisir. Alors, pour la typologie des supporters en général, je ferai une palette qui part du moins engagé, en gros, au plus engagé, au plus investi. On va partir de l'invité déjà pour détendre un petit peu, celui qui va autant regarder ce qui se passe sur le terrain que ce qui se passe sur le buffet, qui ne va pas forcément avoir un impact. On va venir au spectateur, lui, qui peut avoir un rôle à jouer. Il va venir par amour du sport, pas forcément par lien pour une des équipes ou un des joueurs qui est présent sur le terrain. On a aussi rapidement le spectateur qui va se sentir client et ayant payé une place et attendant d'avoir quelque chose et qui, lui, va peut-être pouvoir commencer à avoir une influence, faire part peut-être de son mécontentement si ça ne se passe pas comme il le veut, parce qu'il a payé sa place et il attend un retour sur le spectacle. Et on va en arriver aux supporters, donc qui vont avoir une certaine fidélité envers leur équipe, des moins investis. Et la dernière typologie pour moi de supporters, ça va être les acteurs du match. Ceux qu'on a tendance à appeler ultras, mais même à l'intérieur de cette physionomie des ultras, il y a toute une palette de nuances. La Fédération française de football m'a confié un micro qui arrose environ 10-15 000 personnes au Stade de France, les soirs de match de l'équipe de France au Stade de France. Et j'ai mis du temps à avoir ce micro, je ne le voulais pas forcément, et c'est en travail avec la Fédération française de football où on s'est dit ça serait peut-être bien d'en arriver là, parce que la Fédération française de football a aussi analysé mon attitude. J'ai un comportement qui peut être considéré comme anti-fair play, le fait de mettre la pression, de siffler l'adversaire, le fait de siffler l'arbitre. Dernier point sur les réseaux sociaux. Clairement, c'est pointé du doigt, c'est une nouvelle arme. Alors, c'est peut-être passionnant pour plein de gens, mais c'est quand même un gros point noir. Vous, justement, vous avez un réseau social, vous vous en servez comme vitrine, et là aussi, ça permet de canaliser, c'est ça ? Exactement. Comme vitrine, c'est le terme. En fait, plus que canaliser, nous, c'est notre vitrine, notre source d'attraction. On n'a jamais été ouvertement dans le conflit, dans la contestation, qu'elle soit contre une équipe adverse ou contre une décision arbitrale. On ne met jamais en avant, nous, sur nos réseaux sociaux, de messages négatifs envers qui que ce soit. Donc, nous, c'est clairement une vitrine, c'est clairement un outil de communication positive. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Si le sport pouvait soigner la tête.